il y a un petit souci. Yann, tu me dis... Ah, eh bien bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver comme je vous le disais pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, une tranche info qui ces prochains jours sera captée effectivement dans les locaux de C10 FM puisque notre plateau télé est en plein travaux, vous aurez une belle surprise au final. En tout cas le programme ne change pas, on débute avec Info 10, le journal local et régional, on poursuit avec le focus et ce soir on parlera de la journée internationale des droits de l'enfance. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023 et n'oubliez pas qu'en France, 0,6% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation et que le président de la République Emmanuel Macron a décidé de voter contre la directive européenne qui vise à inscrire la notion de consentement dans la définition du viol. On referme la parenthèse et on parle maintenant d'une véritable cuvette qui est le quartier de Belle-Plaine au Gosier qui se transforme régulièrement en bassin lors de gros épisodes pluvieux. Des inondations qui peuvent atteindre plus de 2 mètres occasionnant nombre de dégâts comme c'était le cas pour Tammy. Et malgré les travaux, la problématique perdure, ce qui irrite particulièrement les riverains. Ces derniers vont jusqu'à penser que les ouvrages empirent la situation. Alors pour protester contre le nouveau chantier, ils ont bloqué la route ce matin, le reste en images. Je dis là, nous côté ici, c'est par rapport à de l'eau qui a inondé nous en quartier là. Et de l'eau là qui a monté, il y a fait des travaux, pour le monde pas empêcher des travaux faits. Et puis il y a fait des travaux en quartier là, puis de l'eau là qui a monté. De l'eau là monté là l'autre jour pour ma dernier montée de l'eau là, de l'eau là déjà monté en quartier là. Ou qu'a crié ou pas vrai, pour le monde qui a venu à secours nous. Et il a laissé faire des travaux, l'ancienne municipalité laissé faire des travaux et à cause de ces travaux là, l'ancienne municipalité fait là, c'est pour ça nous inondé avec de l'eau. Et c'est nous qui sujettent à sortir en quartier là. Et nous ne voulons pas que c'est nous pour sortir en quartier là. Après 42 ans, nous allons rester là, faire trouver une solution pour nous rester en quartier là. C'est ces gens qui fait travail là pour tirer là. Je vis avec tous mes affaires en hauteur 24 sur 24 dans l'année. C'est quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le prendre. Quand j'ai fini, je remets en hauteur. Je vis comme ça. Et l'eau qui est passée là, ça fait pas longtemps là. Il y a peut-être 3 semaines à peu près. J'avais déjà de l'eau derrière dans ma chambre. Oui, j'avais déjà de l'eau. Donc ça ne peut pas continuer. Il faut qu'ils trouvent une solution. Bon, je pense que cette fois-ci, ils vont comprendre. Parce que s'ils ne comprennent pas, bon, on va toujours faire des barrages. Là, nous commandons que Kevin là, que l'État de Kevin là aussi pour nous une solution parce que nous ne pouvons pas encore. Nous ne pouvons pas encore en quartier là. Et c'est bon pour nous là. Parlons de celle des habitants de Vieux-Fort. À cause de l'activité de la sablière, les routes sont bloquées par des tonnes de sable emportées lors des inondations. Une carrière qui tourne à plein régime et dont la concession est attribuée gratuitement à un grand groupe jusqu'en 2043. Une destruction des Monts Caraïbes dénoncée par le président du CIPA, Alain Plaisir. Il organisait une marche citoyenne pour demander l'arrêt du massacre. Regardez. Nous, pour nous démarrer, parce que nous avons manifesté pour fermer Carriola, parce que Carriola, c'est son exploitation, mais derrière Carriola, il faut voir qu'il a détruit les Monts Caraïbes. Et c'est une concession gratuite jusqu'en 2043, et nous avons là matin, midi et soir. Donc si nous ne faisons pas rien, demain, pays de montagne encore. Et les pays de montagne, c'est problème, nous attendons parler problème environnement, problème réchauffement climatique. Et là, on coupe tous ces petits bois là, on coupe les montagnes là, vie à tout le monde est plus difficile. Donc, le problème là, ça, c'est un problème qui concerne toute la Guadeloupe, puisque le climat n'a pas seulement mon Bastet ni Vieux-Fort seulement, c'est toute la Guadeloupe qui a supporté le climat là, le réchauffement climatique et dégradation environnement. Donc, c'est pour ça que nous avons manifesté aujourd'hui là, et nous avons manifesté jusqu'à ce qu'il y ait arrêté l'exploitation à Carriola. Nous avons continué à goumer combat là que nous engagés et nous engager pour des bons fois là ça. Parce que ce n'est pas normal, ça est arrivé nous là, que nous avons exploité mon Caraïbe de manière sauvage, de manière tout à fait, en pas même terme pour ça. Et que bien nous en danger, parce que moi je rester vieux fort, mais par-delà le fait qu'on reste vieux fort ou de temps en temps, le pognon il a pris.
nous bloquer encore au niveau de la rue. C'est que l'héritage là, nous que laisser bas enfants nous là, payer mon Caraïbe. Parce que si montagne l'a tombé, mon petit tremblement de terre, montagne l'a tombé parce qu'elle est très fragilisée, ça veut dire que à vieux faut payer une route, mais nous payons une zone de repli pour la Guadeloupe, pour la Basse-Terre, en cas de éruption de la soufrière. C'est inadmissible, ce qui a passé là. Il faut montrer de manière ferme et définitive comment la population a réagi et qu'elle a réagi de manière à ce que toutes les autorités prennent responsabilité à eux et pas seulement dire que ça pas regarder eux. Parce que c'est sécurité à moun, c'est avenir aussi à Timoun en nous, même s'il n'y a pas un avenir professionnel, mais c'est un avenir de vie. Ça, c'est fondamental pour nous. Et puis, nous avons dit aussi que la liberté, c'est le fait de choix qui soient des choix, comme on dit en grand français, adéquats pour permettre à monde de vivre dans la région de manière très précise et de manière à ce qu'il n'y ait pas de réunion en région là. Il n'est pas normal que la situation là, ça a posé, avant la montagne qui a dégradé, et que nous avons vu que pour monde ou très peu de monde qui a réagi, il faut que l'action là, ça là, son action qui permettre de prendre conscience et de poursuivre la mobilisation là, ça. Et il ne faut pas rester seulement à l'action là, ça, mais il faut peut-être aussi, si d'autres voies, par exemple l'action judiciaire, pour essayer de voir comment nous allons régler définitivement la situation là, ça. Un reportage de Gérard Loiseau. Et retour sur la marche de l'intersyndicale samedi dans les rues de Pointe-à-Pitre. Enseignement, secteur du bâtiment, justice, inflation, chômage, problèmes d'eau ou de transport. Les manifestants ont tenu à dénoncer tous les maux qui perdurent dans notre société. Au fil des années, rien pas qu'à changer, rien ne change. Regardez. Nous avons appelé l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, mais également l'ensemble des parents, l'ensemble de la population guadeloupéenne à venir manifester tout simplement pour dénoncer les conditions de travail, les conditions sanitaires dans lesquelles nous vivons et exiger notamment un certain nombre de moyens pour l'école. Nous avons une école qui ne permet pas la réussite de tous les élèves. Plus de 1800 élèves quittent le système éducatif sans diplôme. Nous avons pratiquement 65% des moins de 25 ans au chômage. Plus de 900 élèves qui étaient en terminale qui ont échoué au bac. Il faut des moyens pour l'école. L'année dernière, nous avions perdu 131 postes. Et avec les 2300 postes qui vont être supprimés, nous savons pertinemment que nous allons encore subir des fermetures. Là, sont encore Julien qu'on mettre en place pour sensibiliser effectivement les travailleurs à la difficulté que nous rencontrons, à différents métiers. Aujourd'hui, dans le BTP, on peut parler de BTP très bien, c'est que aujourd'hui, nous avons trouvé nous confronter le super travail que nous avons, que c'est les travailleurs étrangers qui viennent pour travailler là, et que ce n'est pas normal. Et le respect effectivement des conventions signées par les patronats pas respecté, les accords d'entreprise pas respectés, nous avons constaté que nous avons un peu précaire dans le métier là ça, et que aujourd'hui, pour que ça change, il faut que ça arrête. Nous sommes là pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qui se passe dans notre pays, tous les maux, tous les malaises, toutes les douleurs qui se passent et qui ne changent pas. On a vu effectivement, il y a plein de ministres, il y a plein d'élus, il y a plein de promesses, il y a plein de projets, il y a plein d'arrêtés, il y a plein de ceci, il y a plein de cela, mais au final, il n'y a rien qui change. Et le peuple, il le dit lui-même, finalement, à quoi ça sert? Pourquoi nous avons fait tout ça? Ben justement, ce n'est pas faire rien qui n'est pas bon. Et c'est pour ça que nous là, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, pour dire que ça qui a fait un pays en nous, ne peut pas subir comme ça perpétuellement. Non. C'est un appel à mobilisation pour tous les travailleurs, tous les chômeurs, tous les retraités, tous ceux qui sont révoltés par la situation actuelle parce que les prix augmentent et les salaires, les pensions de retraite et les allocations n'augmentent pas. Donc il faudra, on n'aura pas le choix qu'on se mobilise pour exiger des augmentations de salaire, 500-600 euros minimum, et que personne ne gagne moins de 2000 euros net par mois. C'est un minimum vital. Et pour aussi imposer au grand patronat et à l'État l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que les revenus augmentent chaque fois que les prix augmentent. Mais pour obtenir ça, personne ne va nous dire tenez cadeau, il faudra qu'on se batte à une grande échelle, comme en 2009, voire plus. Et sur la question de l'inflation, notez que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, n'a pas manqué de souligner que les prix ne reviendront jamais au niveau effectivement d'avant 2020, dans tous les cas.
Et on sera à Duval-Petit-Canal pour la clôture des journées départementales de l'enfance. Au programme, conférence débat sur la parentalité, la santé des enfants ou encore la sexualité, mais aussi des activités pédoludiques pour les familles. Le reportage. On s'est dit, là, il faut vraiment qu'on mette l'enfance visible, cette direction visible. Donc cette année, le thème, c'était penser penser à l'enfant, tout ce qu'on peut développer autour de l'enfant, penser à, parce que nous savons qu'au niveau du département, nos missions en matière de jeunesse, c'est aussi aider les enfants, parce que nous avons beaucoup d'enfants qui ont des difficultés, des parents qui ont des difficultés, et les outils pour commencer, mettre à la disposition des parents tous les outils nécessaires pour les aider dans leur éducation à la parentalité. C'est une magnifique journée aujourd'hui sur le site de Duval, on attend de nombreuses familles. L'objectif pour nous au conseil départemental, c'est de passer des messages, de faire un travail avec les enfants, avec les familles, autour des questions de parentalité, autour des questions de santé des enfants, tout en le faisant de manière très ludique. Donc on a des stands qui vous ont été présentés précédemment autour de différentes activités de jeu, mais on a aussi des conférences débats autour des thèmes des réseaux sociaux, autour des thèmes de la sexualité, des thématiques qui ne sont pas toujours faciles à aborder, surtout avec les jeunes, mais qui sont essentielles aujourd'hui à aborder parce qu'il est important qu'on crée des liens avec les jeunes sur ces thématiques pour prévenir des dérives et mettre en place des actions de prévention. Aujourd'hui, il y aura vraiment, c'est la journée de conclusion, donc nous avons beaucoup de jeux pour les enfants, mais nous avons aussi des ateliers pour les enfants, mais des ateliers également pour les parents et les enfants. Et le parrain sera là, M. Sadik, parce que lui, à travers les mots, il faut qu'on sache comment s'adresser aux enfants parce que certains mots mal employés ont des conséquences qui sont très graves. Donc c'est lui le parrain, cet après-midi vous allez le voir et il tiendra aussi un atelier où il va expliquer l'importance des mots. C'est exactement pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour accompagner ces hommes et ces femmes qui sont dévoués au quotidien pour mettre en place ces politiques qui sont dévolues au conseil départemental en matière de l'enfance, en matière de la jeunesse, en matière de la famille. Qui concerne les assistants familiaux, il y en a au total 230 et il y a plus de 500 enfants que nous sommes censés accueillir aujourd'hui et je constate qu'il y a déjà une très bonne participation et que le partenariat n'est pas qu'un slogan au conseil départemental parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui tiennent un stand autour des questions de la parentalité, des questions de la sexualité et des questions d'une manière plus générale de l'avenir de la jeunesse. Et on se rend maintenant à Paris où les parlementaires et élus guadeloupéens se sont donné rendez-vous pour un colloque pluridisciplinaire sur l'avenir du territoire. Le reportage. En tout cas, ce qu'il en ressort pour moi et ce qui est essentiel, c'est que c'est un début de réconciliation avec le politique et les universitaires. Ça a été une difficulté pour nous de pouvoir le faire. Mais ce colloque permet de faire cet exercice-là avec bonheur. Nous avons réussi à le faire. Cette journée, c'était la deuxième partie d'un colloque qui est initié par le CRESI en lien avec le département et des universitaires qui veulent s'impliquer pour apporter des solutions, évoquer des problématiques, qu'elles soient juridiques, politiques, économiques, le sens politique aussi, pour approprier différemment les questions institutionnelles, permettre que la population, ici à Paris, mais également en Guadeloupe, d'autant plus que c'était rediffusé grâce à vous en Guadeloupe, en direct, permettre que les gens comprennent quels sont les enjeux qu'il y a autour des questions institutionnelles, que ce ne soit plus des questions tabous et qu'on aborde les choses de façon différente, de façon simple. C'est un colloque qui est effectivement particulièrement intéressant puisqu'il y avait des étudiants, des universitaires, des politiques qui réfléchissaient ensemble au profit de la Guadeloupe avec des idéologies qui sont différentes, des approches différentes, mais c'est une nouvelle méthodologie de travail. Je pense qu'on peut penser différemment, mais il y a quelque chose qui nous unit dans ce pays, c'est le sens du pays. Je ne pense pas qu'il y en ait qui l'aiment plus que d'autres et le fait d'être dans une enceinte de la République où chacun peut développer ses concepts, son idéologie, ça ne peut être que quelque chose de positif. On peut parler librement, simplement, il y a des formes à respecter dans la communication orale, surtout dans des espaces comme ceux-là. C'est l'exigence de la galanterie, c'est l'exigence de la courtoisie et on a vu ce matin que les débats ont été de
de très bonne loi, même si ça peut être vif par moment, et qu'il fallait corriger, mais le ton a été précieux, les gens ont parlé sans filtre, et j'en veux pour preuve la dernière question de cet étudiant en psychiatrie qui disait pourquoi rester, en fait je le traduis, sur la transformation institutionnelle et ne pas franchir la marche de la transformation statutaire, aller carrément vers l'article 74. Ce qui peut, à certains égards, apparaître comme une provocation pour beaucoup de nos concitoyens qui sont encore réticents à l'autonomie. Nous avons abordé tout ce qui concerne les leviers qui devraient être activés pour réimpulser la croissance et le développement économique de la Guadeloupe à court ou moyen terme. Nous avons pu passer en revue des éléments sur ce qui bloque les facteurs de blocage justement de notre société, notre économie et sur la fin nous avons pu croiser des points de vue, des analyses complémentaires et on a pu identifier un certain nombre de pistes de travail. De retour sur le plateau, nous parlons maintenant de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et à cet effet, je reçois Priscilla Logis, référente régionale handicap au Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir. Qui est en compagnie de Marie Custos, directrice au Cap Emploi et déléguée régionale KEOPS. Bonsoir. Bonsoir Harold. Alors vous travaillez de concert, vos deux organismes travaillent de concert depuis 1 an maintenant. Ah, plus que ça. Plus que ça, combien de temps? On a préparé ça depuis au moins 3 ans. 3 ans? 3 ans de préparation? Tout à fait. Comment se passe le partenariat Pôle emploi Cap emploi? Je dirais globalement plutôt bien. Alors c'était une ambition quand même assez importante puisque l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que le taux d'emploi, en tout cas qu'il y ait une amélioration de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nos deux réseaux ont décidé effectivement de se mettre ensemble, mais on n'est pas juste ensemble côte à côte. On est vraiment ensemble, c'est-à-dire que concrètement, nos conseillers Cap emploi sont présents dans les agences Pôle emploi quotidiennement, de manière à pouvoir accompagner dans le cadre d'une team handicap composée de conseillers Pôle emploi, référents handicap et de conseillers Cap emploi. L'objectif vraiment c'est de simplifier les choses. Donc complémentarité entre nous, puisque effectivement nous, Priscilla expliquera pour Pôle emploi, mais au niveau de Cap emploi, la plus-value c'est que nous on s'occupe des personnes dont le handicap est un frein. Votre spécialité donc voilà, c'est exact. les personnes... En tant qu'organisme de placement spécialisé, c'est vraiment les personnes en situation de handicap dont le handicap est un frein, parce que c'est ça notre expertise. Il y a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas besoin de l'accompagnement de Cap emploi. Voilà, parce qu'il y a une autonomie dans la démarche, parce que les gens peuvent effectivement bénéficier du conseil de Pôle emploi. Maintenant, le deuxième élément important qu'il faut retenir, c'est qu'on a une offre de service qui est commune. C'est l'offre de service Pôle emploi, Cap emploi. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on est vraiment ensemble, on partage le même système d'information et effectivement on travaille pour les mêmes résultats, on a des objectifs communs. D'accord, donc 2 spécialités différentes. Pôle emploi, c'est vraiment l'emploi global. C'est ça. Alors, Pôle emploi, nous, au niveau des agences, on est vraiment complémentaires, comme vient de le dire Madame Custos, parce que l'ensemble des conseillers Pôle emploi travaillent sur l'accompagnement professionnel comme tout autre demandeur d'emploi. Par contre, quand effectivement la situation de handicap doit être analysée et elle doit être mise elle doit être analysée par rapport à la situation professionnelle de la personne, le conseiller Cap emploi intervient. Donc il y a vraiment une synergie, il y a une collaboration renforcée au sein de l'agence Pôle emploi pour justement permettre un retour à l'emploi plus rapide. Et en même temps, nous avons aussi des équipes qui travaillent sur la partie entreprise pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap auprès des entreprises de Guadeloupe. Est-ce que ce public est bien ciblé? Est-ce qu'on sait à peu près à combien de personnes on a affaire? Alors là aujourd'hui, on est à peu près à un petit peu plus de 2400 personnes en situation de handicap inscrites à Pôle emploi en tant que demandeurs d'emploi. On sait que la législation techniquement oblige un peu les chefs d'entreprise justement à recruter des personnes porteuses de handicap. On sait qu'on est loin d'atteindre les pourcentages obligatoires induits par la loi. Comment agir?
comment effectivement arriver à insérer ces personnes alors qu'on fait... Avant de répondre à votre question, ce qu'on voulait rappeler quand même aux employeurs, au public, c'est les personnes en situation, les employeurs qui sont assujettis à l'obligation d'emploi, ce sont ceux qui ont au moins 20 salariés. Voilà. Donc ils doivent recruter à hauteur de 6% du personnel en situation de handicap. Alors aujourd'hui, les taux, effectivement, on n'est pas à 6% sur la Guadeloupe, 2,71 voilà, pour les entreprises privées et 3,46 pour les entreprises publiques. Donc même dans le public, on n'arrive pas à atteindre les 6%. Voilà. Alors, maintenant, il y a des actions qui sont menées. C'est un travail au long cours. Il faut y croire. Et l'objectif, c'est surtout de dédramatiser la question du handicap. Parce que souvent, les employeurs que l'on rencontre, la difficulté, c'est qu'ils ont une représentation du handicap qui est erronée. On a toujours l'impression que la personne en situation de handicap, elle est toujours vue sous le prisme du handicap. Or, nous, ce sont des compétences que les personnes en situation de handicap ont des compétences comme les autres. Simplement, justement, comme le disait tout à l'heure Madame Logis, c'est que quand le handicap nécessite un suivi particulier, une adaptation, ça c'est le rôle de Cap Emploi. C'est ça la plus-value et l'apport que l'on a au niveau de la gestion, entre guillemets, de ce public. Et comment effectivement convaincre les entreprises? C'est en multipliant les actions. Le travail que l'on fait au quotidien, on va dans les entreprises, on prospecte, on informe. Donc les conseillers à dominante entreprise de Pôle emploi, les conseillers Cap Emploi vont en entreprise. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le fait d'aller dans l'entreprise, de discuter avec l'employeur, c'est aussi lui permettre de réfléchir à une politique volontariste d'insertion des personnes handicapées et encore une fois, comme je disais, de dédramatiser la question. On n'y arrivera pas. Que sous la contrainte, si on agit uniquement sous la contrainte, on n'y arrivera pas. On agit plutôt sur de la sensibilisation, sur des actions concrètes. Cette année, nous avons pu mettre en place du handisport vers l'emploi, quelques moules. Où on a eu un taux d'insertion au niveau des employeurs de plus de 70%. Donc, toutes les actions que nous menons de front au niveau des agences ensemble, Pôle emploi et Cap emploi, nous avons des résultats. D'ailleurs, cette année, sur l'année 2023, 2023, merci, excusez-moi, nous enregistrons une augmentation du taux de retour à l'emploi de 19,5%. Donc, ça prouve qu'effectivement, que le travail que mènent Pôle emploi et Cap emploi ensemble a des résultats positifs, mais que nous devons continuer. Donc, on a la semaine effectivement européenne pour l'emploi des personnes porteuses de handicap et donc vous démultipliez effectivement les opérations. Est-ce qu'on peut avoir une idée du planning? Je crois que toute la semaine, il y aura des opérations. Tout à fait, toute la semaine est bien remplie. Donc, si on doit parler effectivement d'action, donc c'est entre les after-work, les rencontres, les ateliers, les visites de centres de formation. Donc, nous avons un after-work mardi soir au niveau de l'agence de Saint-François avec des employeurs. Nous avons la visite du centre de réadaptation professionnelle, le SPO-SRP, mardi matin avec l'agence de Carwell. Et nous avons surtout 106 duos de concrétiser dans le cadre de la journée du duodé jeudi, qui sont concrétisés dans toutes les entreprises de Guadeloupe qui ont été volontaires à participer à cette opération duodé. Voilà. Donc 11 agences sont concernées. Alors, 11 agences sont concernées, nous, au niveau du Pôle emploi, oui, effectivement, qui participent au duodé, même plus. Parce qu'on en formalise encore jusqu'à demain, nous sommes encore au taquet sur la concrétisation des duos. Et là, le nombre de duos prouve quand même que au fur et à mesure, chaque année, nous avons de plus en plus d'entreprises qui effectivement reprennent des personnes au sein de leur structure pour sensibiliser, changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Alors ça, c'est effectivement pendant toute la journée, l'opération duodé. Je vois qu'à partir de 17h30, il y a un Ticosé RH handicap. Alors le Ticosé RH handicap au niveau de Jarry malheureusement sera reporté à une date ultérieure parce qu'on souhaite faire une action un petit peu plus, on va dire avec un petit peu plus d'employeurs. D'accord. Donc elle ne sera pas jeudi soir, mais elle est reportée. Très bien. Et le vendredi ? Et bien le vendredi, nous avons effectivement des actions avec l'agence de Petit-Bourg, avec des rencontres professionnelles pour valoriser l'offre de services intégrés Pôle emploi, Cap emploi. Et nous avons surtout sur Saint-Martin les rencontres du handicap qui sont, on va dire,
Pas le salon du handicap, c'est pas le même événement que le salon du handicap, mais c'est à peu près la même chose, où Pôle emploi, l'agence de Pôle emploi Saint-Martin sera présente avec l'ensemble de nos partenaires sur la question du handicap, mais à Saint-Martin. Il fallait une déclinaison quand même pour les îles du Nord. Ah ben oui, tout à fait, absolument. Oui, parce que de toute façon, on intervient sur la Guadeloupe et les îles du Nord. Et surtout, et justement, on a aussi un conseiller Cap emploi qui intervient à l'agence de Saint-Martin. Enfin, on est présent dans toutes les agences. Et ce qu'on voulait aussi rajouter, c'est qu'on a des actions communes que l'on a mis en place Pôle emploi Cap emploi, mais ça se fait dans le cadre aussi d'actions partenariales. Donc il y a d'autres partenaires qui effectivement participent avec nous sur ces actions pour collectivité, MDPH. Tout le monde. Ah oui, MDPH évidemment. Ah oui. Très bien. Donc le rendez-vous est donc donné toute la semaine et vous invitez aussi effectivement les personnes porteuses de handicap à se rapprocher des deux organismes. On peut passer par le Pôle emploi aussi bien que par le Cap emploi pour essayer effectivement de leur établir un parcours de réinsertion adapté à leur situation. Et l'information est diffusée aussi sur les réseaux. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. Je le rappelle, Priscilla Logis, référente régionale handicap au Pôle emploi de Guadeloupe, qui était en présence de Marie Custos, directrice au Cap emploi et déléguée régionale KEOPS. Encore merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci encore. Et de passage en Guadeloupe, l'architecte en charge de la rénovation de l'église de Morne-à-l'Eau a tenu une conférence publique, l'occasion pour les croyants de la commune d'en savoir plus sur le devenir de leur lieu de culte. Le reportage. Vous savez, depuis que nous sommes en place, l'un des sujets essentiels pour nous, c'est la restauration de l'église afin que l'église fonctionne puisque la population attend cette ouverture de l'église. Donc nous avons confié à la CEMAC dans le cadre de contrat de concession la poursuite de ce chantier-là. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous avons un premier rendu des travaux qui ont été réalisés par un architecte des bâtiments de France et son équipe, M. Sébastien Corde, qui est venu pour s'adresser à la population et pour dire ce qui est réalisé aujourd'hui. La première chose qu'on est en train de mettre au point, c'est la confortation provisoire du clocher, ce qui va permettre d'ouvrir temporairement l'église, ponctuellement, et ensuite d'engager les gros travaux de restauration que nécessite cette église aujourd'hui. La première tranche de travaux provisoires, elle, c'est entre 6 et 10 mois à peu près. D'accord, ça c'est les travaux provisoires. Les travaux définitifs de restauration du clocher, de stabilisation du clocher, ça c'est 1 an. D'ici 2024, d'ici l'année prochaine, nous allons mettre en place, nous allons attribuer le marché. La CEMAC, qui est notre commandataire, va attribuer le marché afin de poursuivre les travaux. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je peux déjà affirmer que l'église on pourra officier peut-être en 2024 après que certaines réalisations concernant les travaux. C'est un chantier qui est suivi de manière régulière, de manière sérieuse. Déjà, la CEMAC, qui est notre commandataire dans le cadre de ce contrat de concession, mais aussi avec les architectes des bâtiments de France, puisque l'église est un bâtiment classé. Par conséquent, on ne peut pas faire n'importe quoi, tant et si bien que la population a été quand même patiente, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on attend ces travaux, ça fait plus de 10 ans qu'on attend cette ouverture de l'église. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en capacité de dire que l'église va connaître un fonctionnement véritable, un fonctionnement nouveau à travers cette année 2024. Un reportage de Maxime Morel. Et au terme d'une belle saison, les Guada Boys intègrent la Ligue A de la CONCACAF. Un objectif atteint après une victoire exceptionnelle, 5-0 face à Saint-Kitts et Nevis. Le résumé du match en images avec Richard Etienne. Ils l'ont voulu. Ils l'ont eu, leur intégration à la Ligue A. Un objectif souvent martelé par le coach anglo-marocain, les joueurs ont parfaitement adhéré à l'occasion de ce match décisif face à Saint-Kitts. D'abord, par Mathias Phaéton, suite à un débordement côté gauche dans un angle difficile, ouvre la marque, 19 minutes de jeu. Et ce sera le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, la rentrée de Thierry Carconte va apporter une dimension supplémentaire à la rencontre sur le plan offensif. À l'image de cette action, corner botté par Phaéton, tête de plumet, Carconte suit, inscrit le deuxième but. Puis le troisième, dans une combinaison triangulaire, Kylian Bevis est à la conclusion. Et cette fois, splendide de Jérôme Moussillon à la 80e minute de jeu, synonyme du 4-0 pour les Guada Boys, qui vont conclure
avec ce 5e but marqué par Thierry Caron. La Guadeloupe accède à la Ligue A de la Ligue des Nations. Prochain rendez-vous en 2024 pour poursuivre l'aventure. Léo fort ou pas faible, et on félicite encore le travail de Maxime Morel et Richard Etienne qui effectivement essaient de vous faire vivre un maximum d'événements footballistiques ici en Guadeloupe, et d'ailleurs très prochainement ils se rendront au Brésil. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. On remercie Pilou, Pilou qui est juste en face de moi, mais Pilou qui s'occupe effectivement de refaire tous nos studios. Merci beaucoup Pilou en tout cas pour le travail que tu réalises. Une bonne soirée à vous, on se retrouve demain. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, un Focus qui sera spécial Journée internationale des droits de l'enfance. À cet effet, je recevais effectivement des membres de la direction de la famille du conseil départemental de Guadeloupe. Ce sera après la coupure pub de 19. Mais avant cela, je dis bonsoir à Jimmy Aliar, bonsoir à Oji Karukira, bonsoir à Mali Véro, bonsoir. Oui, on fait des petits réglages là, on est en cours. Bonsoir à Gina Gior, à Nadège, bonsoir à Mouton Lucide, à Rulé Steve, bonsoir à Fabienne Médard, bonsoir à Lina Wild, au général Franck Abar, bonsoir à Moïse Caramel. Oui, c'est temporaire. Pendant quelques semaines, on sera ici à la radio, mais on recommencera les infos dès que notre studio aura été livré. Bonsoir à qui d'autre? À Lydia Luce, bonsoir à Patrick Nantes, bonsoir à Daniel Pierre. Ouais, Daniel, oui, j'aime bien, oui, le commentaire, oui. Oui. Bonsoir à Conan Gervais. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Clara Mae Tuyani, une nouvelle venante, je ne te connais pas encore. Bonsoir Clara. Ensuite, bonsoir à qui d'autre? À qui dit Dimitri Gobardan. Bonsoir à Viviane Coton. Enfin, bonsoir à toute la team des infos qui nous suit sur le Facebook. Bonsoir à vous qui suivez l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub et on parle des droits de l'enfance.